Trump lui-même le disait déjà, America First. Donc on pouvait déjà s'attendre à beaucoup de choses. C'est-à-dire une puissance hégémonique qui doit pouvoir exercer sa domination sur le reste du monde et essayer de mobiliser les ressources donc, du monde pour elle-même. Généralement, les Américains ont l'habitude, en déclarant donc les guerres aux autres pays, de mener une politique d'asymétrie d'information et d'information limitée sur les causes donc de la guerre. C'est ainsi que, en déclarant la guerre au Vietnam, il disait que c'est les Vietnamiens qui ont attaqué les premiers leurs navires. Quand donc il s'agissait de l'Irak, ils ont dit que c'est un pays qui produisait des armes de destruction massive. On connaît donc la suite. Maduro au Venezuela, donc on disait que donc, il était d'intelligence avec le cartel donc, de drogue en Afghanistan. C'était l'argument du 11 septembre qui a été donc avancé. En Iran, on dit que bon, c'est l'enrichissement donc de l'uranium qui était à la base donc de cette guerre. Mais ce qu'on doit constater, c'est que le monde sait de plus en plus. Quand vous regardez les pays qui détiennent donc les grandes réserves donc, de pétrole donc, par le monde, vous allez constater que le Venezuela arrive en tête avec 300 milliards donc, de barils. Il est suivi de l'Arabie Saoudite avec 260 milliards de barils, de l'Iran 200 milliards de barils, du Canada 170 milliards de barils, de la Russie 100 milliards de barils, de l'Irak 145 milliards donc, de barils, du Koweït 100 milliards donc, de barils et des Émirats donc, arabes unis 98 milliards de barils. Au total, le Golfe Persique totalise à lui seul 1103 milliards de barils de réserve mondiale de pétrole. Donc c'est de façon naturelle que la région puisse être la cible privilégiée de ceux qui désirent pouvoir donc dominer et mettre la main donc, sur le pétrole, sur les réserves donc, de pétrole de par le monde. Donc c'est un problème géopolitique d'importance et de puissance, d'exercice donc de la puissance hégémonique donc de l'État. Ça, c'est le premier constat que nous pouvons faire. Mais quand la guerre a été déclarée et que le détroit donc, a été mis sous contrôle donc, des gardiens de la Révolution et de l'Iran, la première chose qu'on a constatée, et notamment la mesure de changer le paiement du transit en yuan chinois, c'est que nous avons constaté que c'est une première attaque depuis les années 1974 au pétrodollar qui a été mise en place par donc, les Américains. Si l'on se rappelle que ce système donc, de pétrodollar a été mis en place d'abord pour pouvoir financer le trésor donc américain, parce que les ressources que l'Arabie Saoudite donc envoyait donc au trésor américain pour son financement étaient des ressources colossales. Les autres pays ont suivi donc dans les années donc 70 et c'est ça qui a créé le grand boom de la puissance économique donc américaine. Le grand boom parce que c'est cet argent frais comme on le dit qui permettait donc de financer des opérations de création donc de bases par-ci par-là, de production d'armements donc sophistiqués donc de pointe
et d'organisation donc de partout le monde, dans tout le monde entier, des guerres par ici, donc des guerres par là, on finance tous azimuts. L'attaque donc du pétrodollar qui tend aujourd'hui vers son effondrement est la première conséquence majeure. En dehors du fait que la pénurie s'observe en hydrocarbures, s'observe dans tous les pays, que ce soit en Europe, en Afrique et partout, et que l'inflation qui s'en est suivie avec la hausse donc des prix du pétrole, donc sont des conséquences majeures également qui s'y enracinent, qui s'y attachent. Donc, ce problème est un problème réel et important, au point où on se demande si on va vers l'effondrement total du pétrodollar et la montée en puissance des BRICS et du yuan comme monnaie de rechange. On peut dire que le pétrodollar s'enfonce, s'érode progressivement et de façon structurelle. Parce qu'aujourd'hui, le FMI prévoit, avec une prévision de 2,6% de l'économie américaine, une hausse du déficit public en point donc du PIB de près de 6 à 8% pour 2026 ou 2026. Et la dette des États-Unis qui pourrait monter donc à près de 140% du PIB. Or, cette dette évaluée par un pourcentage du PIB, ça fait 39 000 milliards de dollars. C'est une dette colossale. Mais que l'argent, le pétrodollar financé avant allègrement, sans état d'âme, sans aucun problème. Mais aujourd'hui, avec l'effondrement donc, de ce pétrodollar, les 39 000 milliards donc, de dollars donc, peuvent ne pas être financés très facilement, mais difficilement. Ce qui veut dire, nous sommes arrivés à un tournant important donc de l'économie mondiale, tant pour le trafic donc de marchandises qui passe par les détroits d'Ormuz que pour les finances internationales et également pour les relations internationales. Donc on assiste globalement à un déplacement d'un monde de l'économie qui semble passer d'une situation donc d'hégémonie, donc d'un monde hégémonique unitaire vers un monde multipolaire. Le monde unipolaire, unitaire d'une puissance hégémonique, est en train de s'effondrer progressivement. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est une situation systémique. Systémique parce que il n'y a pas de civilisation éternelle et de société éternelle. On a vu avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le Royaume-Uni, l'Empire britannique, je vais dire plus précisément, aller progressivement vers cette situation. L'Empire britannique a commencé avec la livre sterling dans les mêmes conditions. Si vous faites les parallèles entre les deux, vous allez constater que c'est le même scénario qui s'est mis en place. Et sa chute progressive s'est amorcée et s'est accentuée avec la guerre des Boers en Afrique du Sud en 1889. Cette guerre, personne ne s'attendait que cette guerre allait précipiter la fin de l'Empire britannique. Et l'Empire britannique s'était enlisé, s'est effondré de façon systémique, quand bien même la Grande-Bretagne, l'Angleterre demeure toujours une puissance locale aujourd'hui, mais elle a perdu
s'est plumé, il a perdu toutes ses prérogatives de puissance mondiale. Et je pense que la même situation est en train donc d'être observée aujourd'hui. Nous sommes dans une situation très inédite, dans une position qui nous permet d'observer de visu, donc en étant présent, la fin d'un empire qui a commencé sa descente, son déclin progressivement. Ça ne doit pas dire que dans un monde multipolaire émergent, ou bien qui se stabilise, que les États-Unis vont cesser d'exister. Non, ça veut dire que les États-Unis continueront à être une puissance économique, mais localisée. C'est ce que cela veut dire, localisée, et que donc on pourrait continuer à échanger avec ces États-Unis-là, mais elles n'auront plus donc les prérogatives qu'elles avaient eues, ils avaient eu donc avant, donc au XXe siècle, au début du XXIe siècle, etc. Maintenant, la question de fond, c'est quelles sont les répercussions pour l'Afrique. Les répercussions pour l'Afrique, premièrement, c'est d'abord l'inflation, donc à travers la hausse du prix du pétrole, qui va se répercuter sur tous les marchés, sur le transport, vous le vivez déjà, sur beaucoup donc de marchés, et surtout sur la production agricole. N'oubliez pas que l'engrais se fabrique à partir des résidus du pétrole, des dérivés donc du pétrole, je veux dire plus précisément. Notre engrais naturel qu'on utilise pour l'agriculture, c'est les dérivés du pétrole qui permettent de le fabriquer. Un pétrole plus cher, je dis engrais plus cher, et également des produits agricoles plus chers, et peut-être rares parce qu'il y a rupture donc des sources d'approvisionnement. Nous, l'avantage que nous avons, c'est la proximité du Nigeria.